بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. Dans cette présentation, j'essaierai de définir et d'expliquer les différents concepts et notions théoriques qui interviennent lors d'une simple situation de communication faisant référence aux modèles classiques et aux approches psychologiques et sociologiques de la communication. D'autre part, je vais essayer d'intégrer des représentations et des caractéristiques de référence pour s'adapter à l'environnement social et professionnel. En effet, pour les premiers théoriciens, la communication se limite à un simple transfert de l'information, de la source de l'information à la cible qui la reçoit. C'est un modèle linéaire, mécanique et télégraphique qui ne prend pas en considération la rétro-information et sans ancrage de représentation sociologique. Claude Shannon, c'est un ingénieur, un mathématicien qui a travaillé dans la société américaine de téléphonie, et Weaver, son patron, ont fondé la théorie de l'information pour donner une réponse mathématique à la quantité de l'information émise et reçue. Alors, selon la théorie de l'information, l'information passe d'un câble à travers un câble téléphonique, passant de l'émetteur, passant d'un appareil qui transforme la voix en oscillation électrique, qui traverse le câble, qui arrive au niveau d'un autre appareil qui reconstruit de nouveau le message. C'est un modèle linéaire et télégraphique qui ne prend pas en considération le message et la compréhension. Donc la simple préoccupation de Shannon et de Weaver, c'est de vérifier le signal émis au niveau de l'émetteur et le signal reçu au niveau du récepteur et étudier comment peut-on éviter tout ce qui est facteurs et éléments perturbateurs, voilà, qui entravent le bon déroulement d'une transmission. Alors ici, il s'agit d'un schéma mécanique et instrumental. Lasswell, c'est un sociologue, anthropologue américain qui s'est intéressé de la communication de masse, a décrit l'action de communication en répondant aux 5 questions. Who says, what, whom, through, which channel, and with what effect. En français, qui parle à qui, de quoi, comment et pour quel effet. Qui, c'est l'émetteur, à qui, c'est le récepteur, de quoi, le message, le contenu de l'information, comment, c'est-à-dire le canal utilisé pour communiquer, il peut être oral ou écrit, mais surtout lorsqu'on parle de communication de masse selon Lasswell, Harold Lasswell, c'est-à-dire on parle des masses médias, de la télévision, de la radio, du journal, du communiqué, puisque l'objectif c'est de toucher le plus grand nombre de personnes. C'est une dimension persuasive qui
ne prend pas en considération le contexte psychologique et sociologique. Alors pourquoi communique-t-on? On communique selon les objectifs suivants. L'objectif cognitif, c'est de faire entrer l'idée dans l'esprit de l'interlocuteur. Donc on communique pour informer, pour agir sur les connaissances de l'autre. On communique également pour persuader. Donc là, c'est un objectif affectif. On communique également pour un objectif connatif ou comportemental lorsqu'on essaie de faire agir, de faire intégrer, de faire adhérer notre interlocuteur dans le sens de notre objectif en matière de mobilisation. Et là, je parle des techniques d'affiliation, des techniques de recrutement. Selon les linguistes, la communication est avant tout langagière. Tout acte de communication suppose au moins la présence de deux instances verbales, un émetteur et un récepteur. André Martinet parle de locuteur-interlocuteur, et on parle également d'énonciateur et de co-énonciateur en termes de la théorie d'Émile Benveniste. Donc le code, c'est quoi? C'est la langue utilisée pour communiquer. Qu'est-ce que ça veut dire la langue selon les linguistes? C'est un ensemble de systèmes significatifs qui sont acceptés par une même communauté linguistique et socio-culturelle. La langue est une combinaison entre signifiant et signifié. Signifiant, c'est-à-dire la représentation graphique, et le signifié, c'est-à-dire la signification. Donc, il s'agit ici de la représentation mentale. Et la relation entre le signe et la signification est le centre qui a éveillé la curiosité de la sémiologie. C'est-à-dire que les sémiologues s'intéressent à cette relation qui lie le signifiant et le signifié, c'est-à-dire entre le signe et sa signification. Le référent, c'est le contexte. Le contexte, bien entendu, c'est l'élément fondamental qui détermine le sens d'une information à transmettre. Pour comprendre une information, il faut la contextualiser. Roman Jakobson également a associé d'autres notions complémentaires aux facteurs de la communication, à savoir le bruit. Le bruit, c'est tout ce qui peut altérer, perturber, dénaturer la transmission du message d'un émetteur à un récepteur. Ils peuvent être des bruits sémantiques, des bruits organisationnels, sémiologiques, des obstacles psychologiques, sociologiques, affectifs, et même des problèmes techniques tels que les interférences. À l'oral, défaut d'élocution, défaut d'audition, un problème d'articulation, des bruits matériels qui peuvent intervenir lors d'une communication, l'angle d'attaque mal choisi, où le récepteur serait beaucoup plus réceptif. Et puis, les difficultés à voir celui à qui on s'adresse, ou bien parfois des sujets de distraction qui risquent de désorienter notre attention. À l'écrit,
une mauvaise qualité d'écriture, une présentation toffue et compliquée, l'emploi des phrases trop longues, les mots barrages, c'est-à-dire des mots qui ne sont pas, qui peuvent ne pas être compris par notre interlocuteur, l'absence de proximité, que ce soit sociale, affective et temporelle. C'est-à-dire qu'il faut aborder un sujet qui intéresse notre interlocuteur dans les médias. Le feedback, c'est l'effet du message sur le récepteur. Il se veut donc, il peut être soit immédiat à l'oral, dans le cadre d'une communication directe et synchrone, et il peut être différé dans le cas d'une communication asynchrone, indirecte, et en l'absence du récepteur, le cas par exemple de la messagerie électronique ou de la communication écrite. L'émetteur doit prendre en considération, vérifier si le message est reçu et compris, si nécessaire, essayer de réexpliquer, essayer de reformuler, éventuellement modifier le message ou les canaux utilisés pour la transmission efficace du message. Et là, on parle de ce qu'on appelle le feedback régulateur. C'est une opération de contrôle qui permet de vérifier si le message passe d'une manière optimale. Sinon, il faut répéter, c'est-à-dire reformuler le message autrement en utilisant différents canaux qui garantissent la transmission du message. Alors, le redoublement de l'information se fait par des procédés linguistiques, grammaticaux, qui sont offerts par la langue. Roman Jakobson, je dirais que l'originalité du modèle qui a été présenté par Roman Jakobson, c'est qu'à ces 6 facteurs que nous venons de définir correspond une fonction. Fonction émotive expressive au niveau de l'émetteur, lorsque le langage est centré sur le jeu émetteur de l'énoncé. Il s'agit, si vous voulez, de l'expression d'un point de vue, l'expression de nos sentiments, de nos émotions, et de nos impressions, et on la reconnaît par l'emploi des possessifs qui renvoient au jeu, ou bien par tout ce qui est, si vous voulez, parler lorsqu'on parle de soi, lorsqu'on se raconte, lorsqu'on se décrit. La fonction conative, c'est la fonction où le langage est centré sur le tu récepteur. On la reconnaît lorsque l'émetteur veut exercer une certaine influence sur le récepteur via le vocatif, exprimant une prière, ou via l'impératif exprimant un ordre. La fonction conative est reconnue dans un discours à l'oral ou à l'écrit par l'utilisation des possessifs qui renvoient au tu, qui renvoient au récepteur. La fonction phatique, c'est au niveau du canal pour maintenir le contact. Lorsqu'on essaie de vérifier est-ce que le message est transmis ou non. C'est ce qui a été expliqué par Roman Jakobson par le « Allô, vous m'entendez ?» Et donc là, on essaie de vérifier est-ce que le message transmis est bien reçu par le récepteur. La fonction émotive,
la fonction conative et la fonction phatique relèvent du domaine analogique, c'est-à-dire de la relation. Donc entre l'émetteur et le récepteur et le canal qui lie entre les deux, donc figure, si vous voulez, le langage analogique, c'est-à-dire la relation. Romo Jacobson aussi a accordé la fonction esthétique au niveau du message. On l'appelle aussi la fonction poétique. C'est l'art de transmettre. C'est une réflexion sur la structure, la cohérence du message, le choix des mots, l'organisation de l'information, et l'emploi des assonances, des allitérations, l'emploi d'un support convenable, le choix de l'angle d'attaque qui favorise une transmission optimale du message et qui favorise aussi facilement la compréhension et l'assimilation. La fonction métalinguistique, c'est la fonction au niveau du code lorsqu'il s'agit d'explication, d'interprétation, de définition, lorsqu'on essaye aussi d'apporter des détails explicatifs, voilà, permettant à l'émetteur de mettre l'information émise à la disposition du récepteur. Une autre forme de la fonction métalinguistique, lorsque je parle de traduction, c'est-à-dire utiliser une langue pour expliquer une autre. La fonction référentielle, c'est la fonction au niveau du contexte, c'est-à-dire au niveau de l'objet de la communication. Comment la reconnaître? On la reconnaît par l'utilisation du « il » ou bien l'utilisation du pronom indéfini « en », c'est-à-dire c'est la fonction qui porte sur le contexte. L'information passe par plusieurs étapes, que ce soit au niveau de l'émetteur, que ce soit au niveau du récepteur. Au niveau de l'émetteur, normalement, la première étape, c'est celle de la conception. On essaie de concevoir le message à transmettre. Et à partir de l'information conçue, on essaie d'élaborer le message essentiel à transmettre. Étant défini, on choisit une langue d'expression pour coder le message, c'est-à-dire transformer l'information par un code en intégrant les caractéristiques socioculturelles de notre interlocuteur. Après le codage, vient l'étape de la transmission, c'est-à-dire c'est grâce à l'air expiré qui traverse les 4 cavités au niveau de notre appareil phonatoire qui nous permet d'identifier le point, le lieu de l'articulation de chaque phonème pour la transmission de notre message. Au niveau du récepteur, c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant, en m'écoutant, vous êtes en train de percevoir. Mais vous écoutez, et l'écoute, c'est la perception auditive, active et volontaire qui fait appel à notre mécanisme mental. Vous êtes en train de sélectionner l'information qui vous intéresse, décoder ce qui a été codé par l'émetteur pour comprendre, et après la compréhension, vient l'étape soit de l'acceptation, soit du rejet. Ce que vous allez accepter, vous allez le garder dans la mémoire. Donc, si je parle de l'étape de la mémorisation. Dale Hymes, dans sa théorie de speaking, et au niveau du deuxième facteur participant, parle de ce qu'on appelle les observateurs non ratifiés. C'est-à-dire, Dale Hymes distingue entre un récepteur concerné par la communication, donc c'est ce qu'il appelle un récepteur ratifié,
lors d'une réunion, par exemple, où le chef d'établissement s'adresse à ses subordonnés, à ses collaborateurs, mais au moment de cette réunion, il y a par exemple la femme de ménage qui passe, il n'est pas concerné par la communication, mais qui entend ce qui a été décidé lors de cette réunion. C'est ce que Adel Himes appelle les observateurs non ratifiés. Un émetteur peut être soit une personne morale, c'est-à-dire je parle de statut juridique, soit une personne physique. Il peut être un insecte, il peut être un animal, mais restons dans le contexte de la communication humaine. L'émetteur aussi peut être une machine. Selon Eric Berne, c'est un psychiatre, prototype de Sigmund Freud, le maître de la psychanalyse, les états du moi se présentent comme suit. L'état du moi parent, l'état du moi adulte, l'état du moi enfant. Le parent se présente sous forme de deux catégories. Un parent normatif et critique qui communique à distance, qui communique également du haut vers le bas et qui adopte un style directif et autoritaire.